Alors rebonjour. Donc nous allons démarrer la première session qui concerne donc les participants qui ont manifesté le désir de communiquer au sujet de la gouvernance et performance institutionnelle. Donc la première intervention est assurée par le professeur Tsouli Jamel, l'évaluation des curricula au service de la gouvernance dans l'enseignement supérieur au Maroc, et de la formation au management du sport, sera suivie par l'intervention de Issa Halfi sur la gouvernance comme solution au déficit démocratique donc Issa Halfi de la faculté des sciences et de l'éducation à l'université Mohamed VI Rabat. Et pour la première partie de cette session, le troisième intervenant, c'est Moudel Mohamed, gouvernance, bonne gouvernance et gouvernance mondiale, pluralité de discours et perspectives pour le développement de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Suisse, Université Mohamed V, donc Rabat. Pour chaque intervention, donc, vous avez 20 minutes, donc les interventions vont se suivre, celle du professeur Tsouli Jamel, Moudel Mohamed et Halfi Issa, donc 20 minutes chacun. Et puis après, donc, une séance de débat et discussion est ouverte juste après pour nous arrêter vers une coup de 16 heures pour une pause café. Ok ? Bien, donc à vous. Merci Madame la Présidente. Donc je réitère mes remerciements à notre cher professeur M. Gdila et Madame Saadi El-Oula de m'avoir donné cette occasion et d'accepter ma demande de présentation des résultats de la recherche que j'ai réalisée dans le cadre des études doctorales sous la direction de notre cher professeur Mohamed Gdila. Donc, je vais commencer par la fin de la première session du matin. Donc, M. Gdila a vraiment mis en lumière le rôle des systèmes d'éducation dans la gouvernance. Ce système d'éducation et l'éducation en général jouent un rôle très important dans la société. Elle prépare les futurs citoyens pour intégrer la société et pour répondre aux besoins de la société au niveau socio-économique et au niveau culturel. Et dans les différents secteurs d'activité sociale, le sport est un secteur d'activité sociale qui est très intéressant, qui est devenu un levier majeur de développement socio-économique. Donc c'est dans cette perspective que nous avons réalisé cette recherche. Donc je vous présente aujourd'hui les résultats de cette recherche intitulée l'évaluation des curricula. Et puisque l'évaluation des curricula en général est un instrument au service de la gouvernance des institutions de l'éducation et de la formation, c'est-à-dire les établissements universitaires et le ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous avons démarré cette recherche en 2014 et nous avons terminé en 2018. Donc, cette recherche a été soutenue en juin 2018 et j'ai le plaisir de partager avec vous les résultats. Donc, mon plan sera structuré comme suit. Quand je présente le contexte général de la recherche, la méthodologie, le processus, l'analyse et l'interprétation des résultats, et puis je terminerai par des recommandations. Bien sûr, le sport, depuis son importation par les Français au Maroc, a évolué. Bien sûr, il a connu bien évidemment des moments de gloire comme des moments de crise, mais généralement les moments de crise ont été plus ont marqué plus notre esprit. Des crises au niveau des résultats sportifs et des crises au niveau des dysfonctionnements, que ce soit dans la gouvernance des différentes organisations sportives et aussi bien dans le management de ces organisations. Donc, ces crises
cette problématique a fait l'objet de plusieurs recherches lancées dans le cadre des formations assurées ici sous le leadership de notre professeur M. Gdira, pour comprendre un petit peu les causes et comment redresser cette situation de crise. Donc ces résultats de recherche scientifique réalisés ici à l'FSE ont constitué notre point de départ pour lancer cette recherche en analysant un petit peu cette relation entre les besoins en termes de compétences, puisqu'il s'agit des insuffisances au niveau du management et de la gouvernance, et qui sont généralement dues à un manque, à des insuffisances au niveau des compétences professionnelles chez les managers. Dans le cadre des efforts déployés par différentes institutions, aussi bien professionnelles dans les fédérations et les clubs que dans les établissements d'éducation, c'est-à-dire les universités. Donc, il y avait l'organisation de plusieurs formations pour remédier à ces insuffisances en termes de compétences. Alors, à partir de ce constat, nous avons voulu mener une évaluation diagnostique qui a pour but beaucoup plus de décrire un petit peu cette évolution de cette discipline qui est le management du sport, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau académique, et non pas de juger la valeur de cette formation. Voir un petit peu est-ce qu'il y a un lien entre ce qui est offert et ce qui est enseigné aux étudiants, et est-ce qu'il répond aux besoins des clubs et des fédérations. À partir de ces constats de terrain et de ces constats scientifiques, nous avons posé cette question principale: quelle évaluation peut-on faire aux compétences requises d'abord et au curricula de formation au management du sport au Maroc, compte tenu des perceptions des académiciens et des praticiens, parce que nous avons parlé le matin sur le principe du partage et de faire adhérer différents acteurs dans la prise de décision. Dans le système d'éducation, c'est-à-dire dans les curricula de formation, aussi bien dans la conception que dans l'évaluation, il ne suffit pas, dans ce cadre de la gouvernance, de donner la décision juste aux professeurs, mais d'intégrer plusieurs acteurs. Donc, nous avons posé trois questions principales, trois questions spécifiques. D'abord, quelle est la structure de ces compétences? Parce que quand nous avons mené la recherche pour savoir quelles sont ces compétences requises pour mener à bien cette mission de manager dans les organisations sportives, nous n'avons pas trouvé un référentiel de compétences ou des fiches postes. Nous n'avons rien trouvé, et c'était mentionné même dans les recherches scientifiques antérieures. Donc, la première question, c'était de se demander quelle est cette structure des compétences requises au management du sport au Maroc. Puis, est-ce que ces compétences sont intégrées dans les domaines de connaissances, dans les curricula de formation? Et puis, enfin, se demander, est-ce qu'il existe une structure uniforme ou une différence dans les curricula de formation en général au Maroc? Toujours dans le management du sport. Donc le premier objectif spécifique, c'était de construire un instrument pour définir les compétences d'abord, puis évaluer ces compétences auprès des praticiens et des académiciens pour exploiter cela dans une évaluation des curricula de formation en management du sport au Maroc. Le processus était décliné sur 3 étapes: élaborer l'instrument de mesure d'abord pour évaluer les compétences, évaluer les compétences pour avoir cette liste des compétences nécessaires, et puis les utiliser dans l'évaluation des curricula. Au niveau méthodologique, nous avons opté pour la recherche exploratoire en adoptant une posture épistémologique positiviste avec un mode de raisonnement hypothético-déductif et dans un cadre et dans une perspective d'approche mixte en utilisant le qualitatif et le quantitatif. À propos du champ d'investigation, quand on parle de sport, le sport est constitué d'un ensemble d'organisations sportives différentes de par leur statut juridique et différentes aussi de par leur mode de financement. Donc vous voyez qu'il y a des sociétés sportives, des centres de formation, des ligues professionnelles et des clubs professionnels qui sont en général des organisations privées. Il y a aussi des organisations publiques.
Donc c'est un schéma que nous avons élaboré bien sûr en collaboration avec notre cher professeur Gdira en se basant sur la loi 3009. Donc pour évaluer, pour construire l'instrument de mesure pour évaluer ces compétences, nous avons fait une recension des recherches antérieures. Nous avons pu définir trois instruments essentiels qui est le Recreational Sports Competency Analysis élaboré en 1980. Le deuxième, c'était les Competencies of Sports Managers, élaboré en 1997. Et le troisième, c'était le Club Manager Competency Survey, élaboré en 2007. Donc, les deux premiers ont été élaborés par des Américains, et le troisième, élaboré par un spécialiste allemand. Donc, nous avons décidé d'utiliser ce modèle théorique du COSM, le Competencies of Sports Managers, parce que, premièrement, il était utilisé par plus de 80% des recherches antérieures et parce qu'il a été validé scientifiquement en suivant une méthode scientifique très rigoureuse et des analyses statistiques très avancées. Donc ce modèle que nous avons utilisé est constitué de 31 items. Bien sûr, il fallait l'adapter avant de l'utiliser. Donc on est passé par différentes étapes, la traduction croisée de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. On l'a validé par un panel d'experts constitué de 5 professeurs universitaires spécialisés en management du sport. Et puis, cette validation a donné comme résultat le rajout d'une 7e compétence que les experts ont jugé adaptée au contexte marocain. Et puis, nous l'avons utilisé dans un pré-test avec 20 personnes. Nous avons calculé le coefficient de consistance interne pour évaluer la validité de cet instrument, donc qui nous a donné 0,93, ce qui donne comme résultat final que l'instrument est valide. Donc, résultat final, un instrument de mesure pour évaluer les compétences au Maroc constitué de 39 items. Donc, nous avons utilisé ce questionnaire dans une deuxième étape pour définir pour répondre à cette question, quelles sont les compétences requises au management du sport au Maroc, en faisant participer les académiciens et les praticiens, c'est-à-dire les managers qui sont actifs dans les organisations sportives. Donc l'objectif, c'était de construire d'abord un référentiel de compétences qui va servir de base pour le recrutement et la gestion des RH dans les clubs sportifs, et puis utiliser cet instrument, ce résultat final, dans la vérification et l'évaluation des curricula de formation au management du sport. Bien sûr, nous avons fait une recension des écrits. Donc nous avons trouvé plusieurs recherches qui ont traité cette évaluation des compétences au management du sport, en commençant de la première recherche réalisée en 1980 là vous avez les recherches jusqu'au 2003, mais nous avons fait l'effort de chercher encore et les recherches jusqu'en 2015, jusqu'à 2015. Donc le résultat final de cette recension des écrits a fait ressortir trois niveaux d'analyse qui nous ont permis de poser ces trois questions principales. Existe-t-il une différence ou une similitude en termes de structure des compétences identifiées par les managers, praticiens et par les académiciens? Parce que dans certaines recherches, nous avons trouvé une différence et dans d'autres, non, une similarité. Le deuxième niveau, c'était la variance entre les niveaux de management. Dans certaines recherches, on a trouvé qu'il y a une différence en termes de compétences importantes dans le middle management, dans le top management et dans le premier niveau. Dans d'autres, non, il y avait une similarité. Et en troisième niveau d'analyse, c'était l'analyse de la variance entre les différentes catégories d'emploi dans le secteur sportif, c'est-à-dire entre managers qui travaillent dans le secteur public et entre managers qui travaillent dans le secteur privé et les clubs qui sont actifs au niveau compétitif. Donc nous avons pu, grâce aux résultats des recherches antérieures, définir trois hypothèses essentielles. Il existe une similitude en termes d'importance des compétences, et là la tendance était toujours vers cette similarité. Il existe une différence significative quant à la variance entre les niveaux de management, et puis il existe une similitude en termes d'importance entre les différentes catégories d'emploi. Nous avons administré 200 questionnaires. Nous avons reçu 103 réponses, ce qui donne comme résultat 51% de taux de retour.
Donc, notre échantillon était caractérisé par une majorité de praticiens et une minorité d'académiciens, bien sûr, parce que, d'une part, le management du sport en tant que discipline, elle est dans un état embryonnaire. On n'a pas vraiment beaucoup de spécialistes académiciens au management du sport, et même des académiciens qui peuvent être, par exemple, des spécialistes de management qui peuvent être intéressés par le sport comme objet. Donc là, c'est ce qui explique un petit peu cette rareté au niveau de l'échantillon quant à l'effectif des académiciens. Pour les caractéristiques en termes de niveau de management, bien sûr, nous avons dans cette méthode d'échantillon aléatoire, nous avons respecté le principe du quota, du quota proportionnel par rapport à la population. C'est pour cette raison que les managers du premier niveau sont plus nombreux que les managers du middle et du top management, donc toujours dans ce principe, dans ce cadre de méthode aléatoire et le respect des quotas proportionnels à la population. Les caractéristiques de l'échantillon, toujours en fonction des secteurs d'activité. Il y avait plusieurs managers qui travaillent dans les clubs et les fédérations. Ensuite, il y avait des managers qui travaillent dans les centres de remise en forme et dans les centres socio-sportifs de proximité. Et puis, d'autres managers qui travaillent dans des administrations publiques comme le ministère de la Jeunesse et Sport et le ministère de l'Éducation nationale. Pour les analyses statistiques, nous avons utilisé le SPSS comme logiciel, Social Package for Social Science, Statistical Package for Social Science, pour calculer les indices de tendance centrale en se limitant à la moyenne, au calcul de la moyenne, et aux matrices de corrélation comme indice d'association. Et puis, pour bien asseoir cette liste de compétences, nous avons utilisé les statistiques inférentielles par le biais de l'analyse factorielle et avec rotation Varimax, l'alpha de Cronbach pour la validation des résultats et l'ANOVA pour la vérification des hypothèses. Alors, pour les analyses statistiques, résultats, la première analyse nous a donné, avec l'analyse factorielle avec rotation Varimax, avec un seuil de corrélation de 0,3, vous allez constater que le seuil n'est pas vraiment un seuil très intéressant, mais l'objectif c'était de faire émerger le maximum d'items pour par la suite essayer de purifier les résultats dans les étapes suivantes. Donc le résultat final nous a donné 24 items valides au lieu de 39. La deuxième analyse factorielle avec rotation Varimax est là juste pour ressortir les compétences qui sont vraiment corrélées fortement de forte corrélation aux facteurs définis, donc avec un seuil de corrélation de 0,6 et donc ce qui nous a donné un alpha de Cronbach de l'ordre de 0,91, ce qui confirme la validité des résultats, et une précision de l'échantillon de Kimo égale à 0,83. Donc, voilà le tableau qui résume les qualités métriques des compétences définies en utilisant notre instrument de mesure. Donc, la première compétence, et la compétence la plus importante pour qu'un manager réussisse sa mission au sein des clubs sportifs, c'est la gouvernance. On revient à la gouvernance qui explique ce succès des managers par 33,5%. Donc, la gouvernance à elle seule représente 33% de la variation totale des compétences. Si on lui ajoute la budgétisation et l'analyse financière, on sera à 44% juste avec ces deux compétences. Bien sûr, il y a les pratiques managériales, la communication, l'informatique et le management du risque. Donc, c'est 6 domaines de compétences essentiels, bien sûr, et dans chaque domaine de compétences, il y a des sous-compétences. Par exemple, la gouvernance, il y a 5 sous-compétences essentielles. Pour la vérification des hypothèses, nous avons utilisé l'ANOVA. Donc, première question, premier niveau d'analyse. Existe-t-il une différence ou une similarité entre les académiciens et les praticiens? En précisant un intervalle d'erreur
de 5%, généralement définie dans les études en sciences humaines et sociales, l'ANOVA nous a donné un résultat de 0,85 qui est supérieur à cet intervalle d'erreur. Donc, nous pouvons confirmer la première hypothèse et de dire qu'il existe une similarité en termes de la structure des compétences telles que définies par les praticiens et les académiciens, alors que l'inverse, il existe une différence significative entre les différents niveaux de management. Le résultat de l'ANOVA a donné 0,031, ce qui est inférieur à l'intervalle de confiance. Et puis, donc, puisqu'il s'agit d'une différence au niveau des niveaux de management, nous avons décidé de préciser sur quelles compétences se reflète cette différence. Alors, nous avons trouvé comme résultat, bien sûr à travers le calcul de l'ANOVA, pour la gouvernance et la communication et l'informatique, sont considérées importantes par les managers du middle et du top management. Alors que pour le premier niveau management, pour eux, ces managers ne sont pas vraiment intéressés par ces trois compétences qui sont la gouvernance, la communication et l'informatique. Par contre, pour les pratiques managériales, le management du risque, la budgétisation et l'analyse financière, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire ils sont considérés comme importants pour les trois niveaux de management. Pour le dernier niveau d'analyse, la variance entre les catégories d'emploi, nous n'avons pas trouvé une différence significative, c'est-à-dire l'hypothèse 3 est confirmée. Le résultat de l'ANOVA est à 0,98, ce qui est supérieur à l'intervalle de confiance. La troisième étape, qui est l'étape la plus importante, c'est l'évaluation des curricula. Donc nous avons posé trois questions principales qui vont nous permettre de décrire ces curricula de formation au management du sport et pour voir est-ce qu'ils sont intégrés dans la société pour répondre à ces besoins, tant que nous avons déjà défini ces besoins en termes de compétences. Donc, les curricula de formation au Maroc sont-ils conformes d'abord aux standards internationaux? Parce que dans n'importe quelle opération d'évaluation, il faut un cadre de référence. Deuxièmement, est-ce que les domaines de compétences intégrés dans les curricula sont compatibles avec les compétences définies par les acteurs principaux, les académiciens et les praticiens? Et quels sont les points communs et les différences au niveau stratégique et opérationnel entre ces curricula délivrés au Maroc? Donc, les objectifs spécifiques, toujours dans le cadre de décrire l'état actuel de ces formations, étaient d'abord de comparer l'architecture modulaire avec les standards internationaux, analyser la pertinence et la cohérence des curricula et analyser par la suite leur conception au niveau opérationnel. Pardon. Alors là, je fais Pardon. Voilà. Alors, pour réaliser ces objectifs, nous avons décidé de procéder par l'analyse documentaire et les entretiens semi-directifs. Pour l'analyse documentaire, nous avons constitué une grille d'analyse en se basant sur d'abord le CNPN, le cahier des normes pédagogiques, le descriptif des filières qu'envoient les établissements à l'ANIAC, et puis le manuel de l'association COSMA, qui est considérée au niveau international la première et la seule, actuellement, la seule institution internationale qui se trouve aux États-Unis, qui est spécialisée dans l'évaluation et l'accréditation des formations au management du sport. Donc, bien sûr, dans une deuxième étape, nous avons réalisé des entretiens avec des professeurs, et puis, ce qui est vraiment spécifique à notre cas au Maroc, nous avons pu, et c'était vraiment très difficile, nous avons pu faire des entretiens avec des lauréats de formation.
des lauréats des formations de management du sport au Maroc et qui ont réussi à décrocher des postes dans différentes organisations sportives, là, juste pour faire le lien entre ce qu'ils ont appris dans la formation et ce qu'ils ont comme exigence dans leur mission. Là, nous avons dressé un tableau sur les différentes, qui présente les différentes formations de management du sport au Maroc, commençant par la première formation en 1996 à l'IAFC. Donc, c'était la première promotion. Nous avons, au niveau historique, les formations, certes, ils ont commencé en 1996, mais jusqu'en 2006, ces formations n'ont pas été des formations régulières. Il y avait un problème de régularité. Nous n'avons vraiment commencé à instaurer ces formations au Maroc qu'en 2010, avec la première formation lancée par notre cher professeur Mohamed Gdira, ici même à la faculté des sciences de l'éducation. Et c'était une première qui a motivé plusieurs dirigeants dans les universités pour lancer d'autres formations en management du sport, aussi bien en master qu'en licence. Vous allez voir que les formations sont centralisées entre Rabat, Casa, et puis la majorité sont des formations du niveau master. Alors là, nous avons choisi d'évaluer seulement 3 curricula pour plusieurs raisons. Premièrement, pour l'accréditation. Parce que dans le cadre de référence internationale, vous ne pouvez pas accréditer ou évaluer une formation s'il n'est pas accrédité par l'instance nationale du pays. Deuxièmement, la nature de l'établissement. Le NCG, c'est un établissement de gestion et de commerce. La faculté de sciences d'éducation est un établissement des sciences de l'éducation. L'IRFC est un établissement des sciences et des techniques des activités physiques sportives. Et puis le master. Nous avons décidé d'évaluer le niveau master parce que la majorité sont du niveau master et les curricula évalués doivent avoir au moins une promotion de lauréat, comme ça on pourra l'évaluer. Donc là, ce sont les caractéristiques de l'échantillon. Je vais passer rapidement sur ça parce que je n'ai pas le temps. Alors, je vais passer directement au résultat. Alors, il y a une différence. Il y a une différence en termes d'intitulé de la filière entre les différentes formations. Non seulement les formations que nous avons accréditées, mais d'autres formations qui sont au Maroc. Généralement, ça tourne autour de management du sport, gouvernance et management du sport, et gouvernance et ingénierie de la formation. Il y a aussi une différence en termes de nature, intitulé de modules et volume horaire des modules. Puis aussi une différence en termes de contenu de modules. Parce que je me suis posé la question, l'anatomie, si vous faites une recherche dans les écoles de médecine, l'anatomie est la même. Elle est enseignée, le même contenu est enseigné partout dans le monde. Mais quand vous prenez par exemple ici au Maroc le management du sport comme module, si vous analysez le contenu, c'est un contenu qui est différent d'un établissement à l'autre. La même chose. Gouvernance du sport, vous analysez le contenu est différent d'un module à l'autre. C'est pour cette raison qu'on se pose la question, pourquoi? Et bien sûr, en se basant sur ce que le Common Professional Component dans les standards, il y a des domaines de connaissances qui doivent être présents dans les curricula, au moins à 70% pour que ces formations soient des formations de qualité. Nous avons trouvé l'absence de certains domaines de connaissances considérés importants. Bien sûr, pour la pertinence et la cohérence, là, c'est tout un débat. Donc, si on se base sur les compétences que nous avons définies, on va dire que les trois curricula sont pertinents, à l'exception d'une seule compétence, le management du risque, qui est vraiment intégré d'une manière indirecte dans d'autres domaines de connaissances. Et puis, il y a une insuffisance au niveau d'éthique. Il faut les intégrer. Il y a vraiment des insuffisances là-dessus, dans les différents modules. Au niveau de la cohérence, là, le curriculum, je ne jette pas des fleurs, mais le curriculum de la FSE est le curriculum le plus cohérent.
parce que d'abord, il est conforme aux standards. En termes, je parle de contenu, et non seulement en termes d'intitulé. Même quand vous analysez à l'intérieur les contenus et les éléments des modules, il est conforme, à l'exception de l'absence d'un seul module qui est le marketing du sport, mais qui est intégré dans d'autres modules. Par exemple, si vous prenez le NCG de CASA, il y a vraiment une incohérence entre l'intitulé et le contenu. Je vous donne un exemple. Le management du sport à l'ENCG, quand vous analysez le contenu, vous trouvez les éléments et un contenu lié à l'analyse financière et la comptabilité. C'est le management du sport pour eux. Quand vous analysez par exemple la prise de décision, vous trouvez des logiciels qui sont enseignés. Ils enseignent aux étudiants un certain nombre de logiciels qui aident à la prise de décision. Mais est-ce que la prise de décision et la gouvernance est réduite à ces logiciels? Donc. Et puis, il y a une dominance, on va dire qu'il y a une dominance des cours théoriques. Ce qui est normal dans le cadre de la FSE, parce qu'il s'agit d'un master recherche, et malgré ça, à la FSE, il y a l'intervention de plusieurs professionnels qui sont soit des doctorants ou bien d'autres experts qui apportent une valeur ajoutée. Alors que à l'ONCG et l'IRFC qui sont d'origine des masters professionnels, il n'y a que il y a une tendance de cours théoriques, ce qui est anormal. Et ce qui a été même soulevé par... Donc ce que je vous présente ici, c'est une synthèse des résultats de l'analyse documentaire que nous avons réalisée et la synthèse des entretiens. Cela, ça a été soulevé même par les lauréats des formations. Donc, bon, comme description synthétique, donc, il y a 3 types de structures. Il y a une structure à caractère, on va dire, entrepreneurial à l'ENCG. Il y a une structure à caractère transversal qui met le développement personnel et l'étudiant et ses besoins au centre de la formation, qui est la formation de la FSE. Et il y a la structure qui s'intéresse beaucoup plus à des aspects de technique sportive, qui est la formation de l'IRFC. Donc par rapport aux perceptions des professeurs, au niveau stratégique, l'architecture globale dépend des normes pédagogiques. Pour eux, ils n'ont pas vraiment une grande liberté dans la conception. La nature de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement de commerce, alors il y a une tendance vers les aspects de gestion. Et bien sûr, le profil du professeur qui est porteur du projet de la filière. Par exemple, à l'RFC, il y a une tendance vers l'économie du sport parce que c'est le professeur Mohamed Kaash, c'est lui qui a lancé les formations. Ici, à la FSE, nous avons notre cher professeur qui est un spécialiste en matière de conception des curricula, et c'est là où se voit l'écart entre ces différents curricula, parce qu'il ne suffit pas d'être un connaisseur dans un domaine de connaissance, mais la conception des curricula, c'est tout un autre métier. Toujours par rapport aux professeurs, au niveau opérationnel, il y a une insuffisance au niveau des professeurs spécialisés en management. La FSE fait l'effort de former des docteurs en management du sport. Il y a une insuffisance, cela est vraiment généralisé sur les différents établissements. Il y a toujours une insuffisance en termes de personnel administratif de support et des problèmes de budget surtout en ce qui concerne le paiement des professeurs et des experts vacataires. Par rapport aux lauréats, au niveau opérationnel, ils ont cité cette dominance des cours théoriques, un manque au niveau des professeurs spécialisés, ce qui rejoint les propos des professeurs, et au niveau du potentiel de transfert des acquis, ce qui est très essentiel, il y a 2 orientations. Une orientation favorable pour la structure transversale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les lauréats de la FSE, puisqu'ils ont une formation transversale, et ils se sont adaptés, ils se sont intégrés dans différents types d'organisations, non seulement dans le sport, mais dans d'autres organisations. C'est-à-dire, avec ce problème de rareté des offres d'emploi, donc on a beaucoup plus besoin de compétences transversales pour décrocher un emploi dans le management en général, et non pas seulement dans le sport. Mais l'orientation spécialisée est une orientation limitée, parce que
Si, par exemple, vous arrivez à décrocher un poste dans une organisation qui n'est pas dans le sport, ou bien qui n'est pas compatible avec la philosophie de votre formation, là, les étudiants et les lauréats seront limités. Il y a deux cas de l'ENCG, par exemple, un cas qui a trouvé un emploi dans une administration publique, et il a trouvé d'énormément de difficultés à s'intégrer, parce que lui, il a eu un contenu qui est adapté aux entreprises. La même promotion, il y a un autre cas qui a trouvé un emploi dans une entreprise privée, et il s'adapte vraiment bien dans sa mission. Alors là, cette orientation spécialisée, s'il est vraiment très pointu, il limite la chance du lauréat pour trouver vraiment. Je termine sur ça. Au niveau stratégique, pour les recommandations, je propose aux responsables et aux dirigeants politiques d'aligner les stratégies de développement de la formation. Je parle par exemple du ministère de l'Emploi, je parle du ministère de la Modernisation et de l'Administration, ministère de la Jeunesse et Sport et ministère de l'Éducation. Parce que parfois, on se trouve avec, par exemple, un problème dans des intitulés qui ne sont pas acceptés par le ministère de la Jeunesse et Sport, ou bien par exemple, d'autres organisations. Investir dans la recherche scientifique, encourager les étudiants pour faire des études doctorales, comme ça on aura plusieurs profs spécialisés, docteurs en management du sport, et créer des formations dans tout le pays, parce qu'aujourd'hui la formation est centralisée. Au niveau pédagogique, bien sûr c'est l'élément faible, c'est le maillon faible du système. Il faut former ces professeurs à la conception des curricula. Je pose par exemple ce problème de définition des objectifs clairs, et qui dit clair, dit précision des niveaux de compétences. Il ne suffit pas de citer la compétence, mais le niveau, et là nous avons plusieurs taxonomies des niveaux de compétences. Utiliser des verbes d'action, là au niveau stratégique, et assurer l'alignement pédagogique. C'est-à-dire, si on veut évaluer une compétence, il ne suffit pas de programmer par exemple des évaluations en termes de connaissances. Il faut mettre l'étudiant dans des situations qui ressemblent à ce qu'il va trouver au niveau des situations réelles du travail. Et merci. L'intervention suivante, la gouvernance comme solution au déficit démocratique de la FSE et l'Université française. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à parler devant vous. Chers professeurs, chers collègues, honorable assistance, je suis très honoré d'être parmi vous ici pour présenter un thème que je vois important, un thème intéressant qui porte sur la gouvernance comme solution au déficit démocratique. Et sans tarder, permettez-moi, messieurs et mesdames, de passer directement au plan suivant, en commençant par une introduction qui parle d'un aperçu général sur le thème. Puis par la suite, je vais aborder le contexte où a été émergé les deux concepts, et je parle bien évidemment du gouvernance et du déficit démocratique. Puis par la suite, je présenterai les dimensions de crise de légitimité affectant l'État qui rendent cette institution déficitaire à remplir ses missions. Et je parle des missions, bien des objectifs d'efficience, d'égalité, d'inclusivité, de participation, etc.
Dans un quatrième temps, je vais porter une analyse sur un ensemble d'acteurs ou parties prenantes et leur possibilité de combler ce déficit démocratique, en relevant un ensemble de points sur lesquels ils s'appuient. Puis, par la fin, je vais aborder la question de l'ordre, c'est-à-dire le rapport entre la gouvernance et la démocratie, la gouvernance et le déficit démocratique, et la question de l'ordre. Et dans cette phase, nous portons estimer répondre à une solution, ou bien une réponse, c'est-à-dire à la possibilité de la gouvernance à offrir une alternative à la démocratie. Vous savez bien évidemment que le contexte aujourd'hui est marqué par un contexte mouvant, bien sûr, est marqué par la rapidité, je dirais la rapidité des changements, la fragmentation des sociétés. Les sociétés aujourd'hui sont hautement différenciées et compliquées pour qu'un système politique les contrôle. Donc, face à cette complexité, il y a l'avènement d'un ensemble de structures d'autorité traditionnelles, faibles, mais en parallèle, il y a l'avènement ou bien l'émergence de nouvelles formes de gouvernance. Compte tenu de ces considérations, il me semble intéressant de se